Bonjour, donc chapitre 5, propriétés des ondes, phénomènes d'interférence. Donc on a étudié le cours de physique précédent, le son, donc phénomène ondulatoire, et là, cette leçon et la prochaine leçon en physique, on verra donc des applications au phénomène ondulatoire. Donc cette leçon, ce chapitre, ce sont les interférences, et la fois d'après, diffraction. Interférence d'ondes, diffraction d'ondes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? En gros, on va voir que quand on ajoute deux ondes, en fait, intuitivement, on peut penser que ça va faire une grosse onde. Ce que je veux dire par là, si on ajoute deux sons, eh ben, ça va faire un son important. Ou si on ajoute deux faisceaux lumineux, ça va faire beaucoup de lumière. Eh bien non, pas forcément. Dans certaines conditions, le fait d'ajouter deux sons, eh bien ça va faire un son moins fort, une absence de son. Le fait de mettre deux lumières, d'ajouter de lumière, de superposer deux lumières, ça crée une absence de lumière. Voilà, ça on appelle ça un phénomène d'interférence, et ça s'explique par le fait que le son et la lumière, ce sont des ondes. Alors, avant d'expliquer ce phénomène, il faut que j'explique un principe qu'on appelle le principe de superposition des ondes. Donc un principe en physique, c'est une loi qui ne se démontre pas. L'expérience montre que c'est comme ça. Alors je vous montre ce principe. Alors je vais utiliser un fichier Excel, voilà, ceci. Alors on ne regarde pas ce qui est à droite, on regarde ce qui est à gauche. Donc ici j'imagine, alors c'est une animation, donc il faut imaginer. J'ai une corde rouge, ici, voilà, je crée une onde sur une corde rouge, comme ça, vous voyez la corde rouge. Et puis il y a une autre onde qui est créée sur une autre corde, une corde mauve, comme ça. Donc concrètement, si, attendez que je vous montre, hop, voilà, concrètement, donc on a une corde comme ça, et puis on prend le bout de la corde et puis on fait comme ça, et donc il y a une espèce de vague qui se déplace. C'est ce que je montre, ici, donc une vague vers le haut, puis une vague vers le bas, entre guillemets, sur une corde. Bon, ben, je vais faire avancer les deux ondes, voilà, donc les deux ondes avancent, voilà, donc elles sont sur deux cordes séparées, voilà, elles sont sur deux cordes séparées, voilà, donc là, comme ce sont deux cordes séparées, elles se croisent, voilà, ok, voilà l'expérience. Donc je remets ça au départ, voilà, je recommence, voilà. Mais cette fois-ci, eh bien, j'ai une seule corde, j'ai une seule corde, là, une corde verte, et au bout de cette corde, alors je regarde ici, au bout de cette corde, je crée une onde vers le haut, et puis au bout de cette corde, une onde vers le bas. Et les deux ondes, donc, avancent, la célérité est la même, puisque c'est le même milieu de propagation, et ce qu'on va regarder, c'est à l'intersection, quand les ondes vont se croiser, ben, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est assez intuitif, alors on voit pas très bien, c'est assez intuitif, mais voilà, regardez, juste au moment du croisement, eh bien, au début on avait une grosse vague, et au moment du croisement, on a une petite vague. Bon, bah, comment ça s'explique le fait que maintenant la corde verte, il n'y a qu'une seule petite vague? Eh bien, c'est assez intuitif. Eh bien, on voit que donc la corde rouge est très élevée. Alors, on dit que l'élongation est grande, positive, on va dire, et là, une petite élongation pour l'autre corde. Eh bien, vous voyez, en pointillé, alors je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais en pointillé, là, eh bien, on a superposé les deux ondes. C'est-à-dire que ici concrètement pour l'onde rouge on a une grande élongation, pour ici au milieu pour la corde violette une petite élongation, et donc si on fait la somme des deux, donc ça fait le rouge moins la petite distance violette, on trouve ceci. Voilà pourquoi on trouve cette forme de corde. Alors si je continue d'avancer, voilà, ben voilà ce qu'on obtient. Alors pourquoi on obtient ça? Ben, c'est assez logique, regardez ici, la corde rouge, il n'y a pas d'élongation, la corde violette, il y a une élongation négative, donc on trouve quelque chose de négatif entre guillemets. Voilà, donc ça on appelle ça le principe de superposition, voilà, donc là les deux ondes sont à nouveau séparées. Voilà, donc que dit alors je remets les caméras, voilà. Alors que dit le principe de superposition? Eh bien il dit que si on a deux ondes qui se superposent, on va obtenir une onde dite résultante. Cette onde résultante doit avoir une amplitude. Et bien pour trouver l'amplitude, il faut faire la somme des amplitudes de chaque onde, la somme algébrique, positive ou négative. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc là, je mets tout le dessin, voilà, et puis j'explique.
Alors, j'ai l'onde, la grande onde, la rouge, hein, que j'ai mis en violet, que j'ai mis en pointillé, pardon, l'onde violette que j'ai mise en pointillé, et ça c'est l'onde résultante, hein, en très plein. Alors, comme on trouve tous les points de l'onde résultante, eh bien on le fait point par point. Alors, par exemple, pour ce point-là, eh bien, l'onde 1 a une grande amplitude positive, l'onde 2 a une petite amplitude négative, et l'onde résultante, eh bien, ça va être... donc l'amplitude est notée Y, hein, Y1 et Y2. Donc l'onde résultante, ça va être Y1 plus Y2, Y2 étant négatif. Donc c'est ce que j'ai écrit après. L'élongation résultante, Y résultante d'une onde est égale à la somme des élongations de chaque onde présente dans le milieu. Concrètement, cette phrase, ça veut dire ça. Hein, Y résultant est égal à Y1 plus Y2. Voilà, donc on va appliquer ce principe de superposition, puisque dans notre leçon, on va voir des ondes qui vont se superposer. Alors, phénomène d'interférence. Alors, j'ai pris un exemple, j'ai pris les casques anti-bruit. Hein, vous savez, quand les personnes qui utilisent le marteau-piqueur, elles mettent un casque. Alors, c'est pas simplement un casque avec un isolant acoustique. Hein. Il y a un dispositif électronique qui permet de réduire le bruit, et c'est ça qu'on va étudier. Alors, je lis. Pour réduire le bruit par le port de casque, la première solution a été d'utiliser les propriétés acoustiques des matériaux fibreux et poreux tels que la laine, le verre et la laine minérale. Malheureusement, ces matériaux ne sont efficaces que contre les sons aigus à partir d'environ 600 Hz. Je continue. Toutefois, devant l'évolution des filtres analogiques et des systèmes numériques, on a pu mettre à profit l'idée énoncée par Paul Lueg en 1933, un ingénieur allemand qui en a déposé un brevet. Alors c'est ça qui est important. Il s'agit d'ajouter un bruit exact. Il s'agit d'ajouter au bruit exactement le même son, mais en opposition de phase. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir. Donc concrètement, alors oui, alors avant d'expliquer tout ça, on va représenter une onde différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, voilà comment représenter les ondes sonores. Oui, les ondes sonores, je veux dire. Donc, quand il y a un son qui se propage, eh bien, en fait, dans le milieu de propagation, on a une succession de compression, dépression, compression, dépression. C'est comme ça qu'on a fait. Maintenant, une onde sonore, on va la représenter par une courbe. Voilà, alors quelles sont les grandeurs? Donc, en abscisse, bon, bah, c'est la position du point étudié dans le milieu de propagation, hein, c'est X, voilà, hein, position X. Et en ordonnée, ça va être la pression. Voilà. Donc, ici, sur l'axe des abscisses, on va voir la pression atmosphérique. Et puis, au-dessus, bah, ça va être une surpression, une pression supérieure à la pression atmosphérique. Et en dessous, une pression inférieure à la pression atmosphérique. Alors, représentons cette onde. Bien, ici, on a une surpression. Donc, la pression est légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Donc, pour ce point d'abscisse, on va avoir une valeur de pression supérieure à la pression atmosphérique, donc ici. D'accord ? Pour un point qui est cité ici, la pression est inférieure à la pression atmosphérique puisqu'on a une dépression. Donc ça va être, la valeur de la pression sera ici. Compression, donc la valeur de la pression ici. Voilà, dépression ici, donc je pense que vous avez compris. Donc on va obtenir ceci, hein, une sinusoïde. Donc quand eh bien la courbe sera négative, on aura affaire à une dépression, et quand la courbe sera positive, on aura affaire à une surpression. Voilà dans ma leçon comment je vais représenter une onde sonore, hein, par cette courbe, hein, qui va représenter les pressions et les dépressions. Alors, le milieu a une structure périodique, hein, et donc la longueur correspondant à un motif, hein, voilà, ça c'est un motif, hein, avec ce motif-là, je peux reconstruire tout mon milieu, hein, si je le duplique, et bien cette longueur correspond à la longueur d'onde. Donc ici j'ai la longueur d'onde, donc entre deux maximales, j'ai la longueur d'onde, hein, lambda. Et bien vous allez faire l'exercice 1. Donc vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1. Donc attendez, c'est comme ça. Tac, l'exercice 1. Alors je le corrige. Alors la figure ci-dessus montre l'aspect des molécules de l'air quand un son se propage. Un son peut être aussi représenté par une courbe. Il s'agit de la courbe représentant la pression de l'air en fonction de la position X étudiée. Représenter ce son en traçant l'allure de cette courbe. Voilà, tracer l'allure du graphe dans le repère ci-dessous. Donc je prends l'énoncé.
Alors, qui est là? Voilà. Alors, l'abscisse x égale 0, c'est ici. Je vois que ici j'ai une dépression, hein, ici une compression. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais dire que l'amplitude maximale, ça va être ici. Hein, voilà, tac, comme ça, je mets des pointillés. Je vais faire ça joli. Voilà, donc je mesure 1,5 cm, donc je mets pareil en dessous, 1,5. Qu'est-ce que j'ai fait là? 1,5. C'est un peu plus. 1,5. Voilà. Alors, ici j'ai une dépression. Ben, j'ai une dépression, donc je pars de là. Ici j'ai une compression. Ici, dépression. Compression, hein, j'essaie de faire précis quand même. Hein. Dépression. Compression. Voilà. Et là je trace pas sinusoïde. Bon, ben là c'est 0 hein, à peu près. Là 0. Voilà. La pression atmosphérique hein, plutôt. Voilà, bon ça c'est à peu près. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Voilà. 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 Voilà l'aspect de mon onde à la date T étudiée. On a pris une photographie. Ça donne donc ça. Et voilà, donc par une courbe, ça donne ça. Voilà pour l'exercice 1. Donc on reprend le cours. Voilà. Allez, donc ici. Alors, donc maintenant on va voir le principe du fonctionnement du casque anti-bruit avec ce genre de courbe. Alors là j'ai l'oreillette du casque. Le bruit extérieur parvient à l'oreille de la personne hein, qui travaille. Voilà, alors l'idée est la suivante, c'est qu'un dispositif électronique, un petit haut-parleur si vous voulez, il va envoyer donc une onde sonore exactement opposée à celle-là. Hein. Elle va être retournée, on dit que l'onde sonore est en opposition de phase. Donc ça c'est un petit dispositif qui crée artificiellement, on verra comment après, qui crée artificiellement ce bruit. Donc vous comprenez bien que si, avec le principe de superposition, si on ajoute cette courbe à cette courbe, hein, donc cette courbe, je la mets bien ici, hein, voilà. Donc le bas est ici, le sommet ici est ici, voilà. Donc elles sont toutes les deux opposées, et si je fais la somme des élongations, ben, je trouve 0. Hein, c'est ça l'idée. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ? Donc ces deux ondes en opposition de phase se superposent au niveau du tympan, on dit qu'elles interfèrent, alors ça c'est du vocabulaire, hein. Les deux ondes interfèrent. L'amplitude du son résultant est théoriquement nulle, voilà, en réalité les deux ondes elles ne sont pas tout à fait pareilles, donc le son résultant, l'onde résultante n'est pas tout à fait nulle, mais très faible. Alors voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris, j'ai trouvé ça sur internet, en gros comment ça fonctionne. Donc on a un bruit extérieur, voilà. Donc la personne elle met ce casque, alors déjà ici on a un isolant acoustique, ici, hein, sur l'oreillette, hein, voilà, quoi, donc du coup on a alors vous voyez, moi j'ai dessiné des belles sinusoïdes, hein, un bruit, voilà, c'est pas une belle sinusoïde, hein, c'est un peu cabossé, hein, voilà, c'est comme ça. Donc du coup ce bruit a une forte amplitude dehors, mais comme il y a un isolant acoustique, le bruit à l'intérieur de l'oreillette, vous voyez, a une amplitude plus faible. Hein. On a le même schéma, si vous voulez, les mêmes variations, mais moins haute, hein, une amplitude plus faible. Donc ce bruit qui est à l'intérieur est enregistré par un micro. L'enregistrement donc entre dans un dispositif, dans un circuit électronique, et ce circuit électronique donc recrée ce signal-là, et il le retourne, vous voyez, hein, voilà, il le retourne, et ensuite un petit haut-parleur, eh bien, réémet ce son retourné. Donc du coup, ça et ça, c'est grosso modo en opposition de phase, et donc la superposition des deux ondes sonores, eh bien, forme une onde sonore très faible, avec un bruit très atténué qui est ici. Voilà le principe du fonctionnement. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est une règle qui nous permette de savoir quand est-ce qu'on a une forte atténuation ou au contraire quand est-ce qu'on a une forte amplification. Voilà, on aimerait bien avoir une règle, comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors,
interférence, alors je donne un autre exemple pour ça, pour comprendre ça. Donc interférence de deux ondes provenant de deux sources synchrones. Alors deux sources synchrones, ça veut dire qu'elles vibrent en phase. Ça veut dire que j'ai un haut-parleur ici avec une membrane, un haut-parleur ici, et les deux membranes vibrent pareil. Donc pour avoir deux sources synchrones, il faut tout simplement brancher les deux haut-parleurs au même générateur. Voilà. Donc là, comme ça sera synchrone. Voilà, la fréquence sera la même, etc. Alors premier cas. Voilà, donc du coup j'ai un haut-parleur qui émet une onde sonore, donc ça c'est la nouvelle façon de représenter les ondes, donc compression, dépression, compression, dépression. Voilà, donc ça c'est la date T1, c'est une photographie, et je mets, alors à la date T2, bon, donc si à la date T1, ici, la pression est c'est une dépression, et bien la date d'après, ça sera une pression nulle. Attendez, parce que ça, je crois que j'ai sorti un truc. Voilà, c'est ici, je crois. Voilà. Ça, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, si voilà, j'ai un haut-parleur, le haut-parleur envoie un son dans ce sens-là. Donc, comment ça fonctionne? La membrane est ici. Donc, quand la membrane va pousser ici, ça va créer une compression. Donc, à ce niveau-là, il y a trois valeurs possibles de pression. Quand la membrane pousse, on a une compression, c'est le premier cas. Ensuite, la membrane revient à sa position initiale. Donc à ce moment-là, ici, eh bien, on a la pression atmosphérique, quand la membrane revient à sa position initiale. Et ensuite, la membrane va vers la gauche. Donc là, dans ce cas-là, on a une dépression. D'accord. Donc, voilà. Et ensuite, la membrane revient, pression atmosphérique, elle pousse, surpression, etc., etc. Donc, à la date d'après, ici, eh bien, on va voir, donc là on a une dépression, la date d'après, on va voir la pression atmosphérique. Donc, la courbe, elle va être comme ça. D'accord. La date d'après, compression. Donc, ici, on va voir la courbe qui va monter, la date d'après. Voilà. Donc là, je prends des photographies du milieu de propagation à différentes dates. Et enfin, la date d'après, eh bien, à nouveau, pression atmosphérique. Voilà. Alors, ce que je fais, je mets un deuxième haut-parleur. Et je ne le mets pas à la même distance, je le mets ici, par exemple. Et ce haut-parleur, je le branche au même générateur, comme ça, j'aurai exactement les mêmes signaux. J'aurai exactement le même son, les sons produits seront identiques. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai une dépression, j'ai les mêmes sons, parce qu'ils sont branchés au même générateur. Ici, pareil, voilà, le même son, d'accord, voilà. Voilà, même son. Voilà, donc j'ai pris 4 photographies des deux ondes sonores produites à 4 instants différents. Et puis il y a quelqu'un qui écoute. Donc on va mettre une oreille ici. Il y a une oreille, voilà. Il y a quelqu'un qui écoute à cette distance-là. Bien, on va se dire, mais qu'entend-il? Est-ce qu'il va entendre beaucoup de bruit, pas beaucoup de bruit? Voilà ce qu'on se dit. Bon, donc ces deux sons entrent au niveau du tympan. Et les deux ondes sonores se superposent au niveau du tympan. Et donc on voit que les ondes sont en phase, ici. Donc du coup, l'amplitude du son résultant va être importante. Donc je ne sais pas ce que j'ai écrit. Voilà, position du tympan. Voilà, donc j'ai mis élongation résultante maximale. Ça veut dire que on a une forte, puisque là, on a une compression plus une autre compression. Donc ça fait encore une plus forte compression. Ça veut dire que le tympan est beaucoup poussé. Donc forte élongation. Alors maintenant, j'ajoute ces deux ondes. Alors il faut imaginer les courbes superposées, bien sûr. Donc ici, voilà, non, pardon, excusez-moi. Donc ici, il faut imaginer plutôt un axe, l'axe des abscisses ici. Donc on a la pression atmosphérique ici. Et puis ici, on a la pression atmosphérique. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de surpression. Là, on a une surpression plus une autre surpression. Tandis que là, il n'y a pas de surpression. Là, il n'y a pas de surpression. Donc tout se passe en fait comme s'il n'y avait pas de son. D'accord. Donc là, l'élongation est nulle. D'accord. Il n'y a pas d'élongation. On a pression atmosphérique et à nouveau pression atmosphérique. Voilà. Donc élongation résultante 0. Puisque on ajoute 0 à 0. Parce que si vous voulez la pression atmosphérique, il faut dire que il n'y a pas de surpression ni de dépression. Donc du coup, il n'y a pas de variation de pression. C'est nul en quelque sorte. Alors ensuite, élongation minimale ici, donc l'axe des abscisses est ici, n'oubliez pas, élongation minimale, donc on ajoute, mettons, allez, -2 et -2, ça fait -4, donc ça fait
une élongation minimale, mais en valeur absolue, c'est beaucoup, si vous voulez. Oui, alors là, qu'est-ce que j'ai mis au fait? Oui, alors j'ai mis pas de déplacement du tympan, oui, parce qu'il n'y a pas de surpression, donc c'est normal. Donc dans ce cas-là, élongation résultante minimale, voilà, donc là on a une forte dépression, donc on a un déplacement maximal du tympan, mais dans l'autre sens par rapport à ce cas-là. D'accord? Voilà. Donc déplacement maximal du tympan, donc sens inverse de ce cas-là. Ensuite, donc on imagine axe des abscisses ici, donc pression atmosphérique, axe des abscisses comme ça, pression atmosphérique ici, donc du coup le tympan est à la pression atmosphérique, donc du coup il ne se déplace pas. Élongation résultante nulle. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va entendre? Alors ne pas oublier que le temps qui s'écoule là est très rapide, hein. Là c'est des microsecondes, hein, qui s'écoulent, d'accord? Donc le tympan, ici il est très déplacé, là pas déplacé, très déplacé, pas déplacé, et puis ça recommence. Donc le tympan il n'arrête pas de faire ça. Et puis beaucoup à chaque fois, tac, tac. Donc du coup il va entendre un son énorme. Donc on dit que les interférences, dans ce cas-là, on dit que les interférences sont constructives. D'accord? On a un son important. C'est ce que j'ai écrit, je crois. L'amplitude du son résultant est maximale. On dit qu'il s'agit d'interférences constructives. Bon. Ça, c'est le premier cas. Vous voyez, premier cas, ici. Alors maintenant, deuxième cas. Je vais juste faire un petit truc. Le deuxième cas, je vais avancer un tout petit peu. Je vais tout recommencer. Mais ce haut-parleur, au lieu d'être là, ben, je vais le mettre par là. Hein, je vais l'avancer un petit peu. Celui-là, il va rester là. Mais celui-là, je vais l'avancer un peu. Et l'oreille, elle va rester au même endroit. On va voir ce qu'entend l'oreille. Allez, on avance un peu le haut-parleur 1, voilà, tac. Et donc après, c'est exactement pareil. Hein, donc voilà, je refais le même schéma, d'accord? Comme tout à l'heure avec mes deux haut-parleurs. Bon, je remets mon oreille. Et puis, qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, on y va. Donc à chaque date. Donc n'oubliez pas, l'axe des abscisses est ici. L'axe des abscisses est ici. Et je fais la somme des deux courbes. Hein. Eh bien, si je fais la somme des deux courbes, vous comprenez que ça fait 0 ici. L'élongation est nulle. Position du tympan. Voilà. Si je fais la somme ici, donc la pression atmosphérique, ici pression atmosphérique, donc dans les deux cas on a la pression atmosphérique, donc il n'y a pas de surpression, hein, ni de dépression, donc pas d'élongation. Là, ici, on a une très forte suppression, ici une très forte dépression, donc du coup, bah, ça fait pression atmosphérique, ça fait élongation nulle. Hein. Voilà, et pareil ici, hein, pression atmosphérique, donc le tympan est à la pression atmosphérique. Voilà. Ah, du coup, que va entendre la personne? Bah, son tympan ne bouge pas. Si le tympan ne bouge pas, son tympan ne vibre pas. S'il ne vibre pas, il n'entend rien. Donc vous voyez, ces deux sons ont provoqué du silence. Donc là, on dit qu'il s'agit d'interférences destructives. Les deux ondes se détruisent mutuellement. Voilà. Elles s'annihilent. Voilà, l'amplitude du son résultant est nulle. On dit qu'il s'agit d'interférences destructives. Voilà. Donc ça, c'était une description. Alors maintenant, on va essayer d'avoir une règle qui nous permet de différencier le K1 du K2. On explique maintenant. Ah non, alors je vous demande un exercice. Donc vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2. Alors je mets l'énoncé. Là, je mets ça. Alors, exercice 2. C'est quoi l'exercice 2? Ah, c'est super, donc il faut que je prenne la feuille. Est-ce que j'aurai cette place? Ouais, c'est un peu limite. Je vais faire comme ça. Voilà. Bon, eh bien je corrige. Alors l'exercice 2. Deux ondes sonores se superposent. On photographie le milieu de propagation à une date t donnée pour chacune des deux ondes prises séparément. Donc il y a deux ondes là. Hein. Il y en a une entrée plein et une entrée en pointillé. Ça se voit pas. Hein. Bien. Hein. Celle en pointillé a une amplitude un peu plus faible. Hein. Représenter l'onde résultante obtenue en utilisant ces deux graphes. Bon, bah, écoutez, les ondes sont en phase là. Donc l'élongation va être maximale. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire la somme des maxima. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais tracer comme ça, je vais me mettre au milieu à peu près, voilà, hein, je fais ça. Là on a la pression atmosphérique, donc ici on a une surpression, donc je vais rajouter donc la celle en pointillé, je vais la mettre au-dessus. Alors j'ai combien de centimètres? J'ai 1,4 cm, donc je rajoute 1,4 cm au-dessus, je suis ici. Bon, bah, je dois avoir à peu près 1,4. Bon, j'ai peut-être pas tout à fait bien coupé. Bon, je mets à peu près 1,4. Bon, c'est 1,3 là. Bon, voilà. Je
suis un peu trompé, bon, c'est pas très précis. Hein. Voilà, donc 1,3 aussi ici. Bon, c'est 1,3, bon, 1,35, voilà. On va faire 1,35 de chaque côté, puis voilà. 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. 1,35. Voilà. Et donc maintenant, il suffit de faire ma sinusoïde. Hop, elle va passer par là, hein, puisque là, les deux ondes n'ont pas de surpression. Là, c'est la pression atmosphérique. Donc 0 plus 0, ça fait 0, si vous voulez. Voilà. Donc je passe ici. Ensuite, je passe ici. Je passe ici. Je passe là. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le premier cas. Alors, même question pour ce cas-là. Bon, bah là, on voit que les ondes sont en opposition de phase, donc du coup, l'amplitude, hein, si je fais la somme de ces deux courbes, eh bien, je trouve rien, hein, l'axe des abscisses, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Alors, en toute rigueur, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous voyez, là, celle en pointillé a une amplitude un peu plus faible, d'accord? Donc, du coup, si je fais la somme de ça et de ça, je vais trouver un truc légèrement au-dessus, hein, puisque ça c'est plus faible que cette distance-là est plus petite que là. Donc là, je vais trouver ça, un point ici. Si je fais la somme, l'élongation ici et l'élongation ici, c'est plus négatif. Hein. L'élongation est négative, mais avec une valeur plus grande. Voilà. Donc en toute rigueur, si on veut faire bien les choses, voilà ce qu'on trouve. Voilà. Le son est quasiment nul. Mais bon, c'était bon de mettre, bien sûr, 0, voilà, c'est pour préciser. Voilà, on reprend le cours. Donc, tac, tac, voilà, c'est bon. Alors donc les sons sont synchrones, hein, donc voilà, les deux vibrent en phase. Comment prévoir si ces sources engendreront des interférences constructives et destructives? Donc je vais vous donner la règle et on va l'appliquer, et puis vous allez faire des exercices. Alors, en fait, vous comprenez bien que la différence entre les deux cas précédents, bah, c'était lié, vous voyez qu'on a avancé le microphone, quand on a avancé le haut-parleur, ça a tout changé. Donc c'est lié en fait au parcours des ondes. Là on a notre oreille ici, l'onde créée par cet haut-parleur, l'onde a parcouru cette distance de là jusqu'à l'oreille, et puis pour cet haut-parleur de là jusqu'à l'oreille. Mais donc comme on a avancé, bah, cette distance a un peu changé. Donc en fait, ce phénomène d'interférence est dû au fait que les deux ondes ne parcourent pas le même chemin. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'est la clé. Hein. Les deux ondes ne parcourent pas le même chemin. Et la grandeur que l'on calcule, eh bien, c'est la différence des chemins. Hein. Le grand chemin moins le petit chemin. Et cette différence de chemin, on appelle ça delta, c'est la différence de marche. Alors bon, j'aurais pas dû le noter ici, j'aurais pas dû noter, ça c'est le résultat en fait. Hein. Bon, je vais expliquer donc. Alors là, je l'ai mis en rouge. Hein. Delta, c'est la différence de parcours, on appelle ça aussi la différence de marche des deux ondes hein, qui interfèrent. Alors, je vous donne la règle. Si la différence de parcours, est égale à k fois lambda. Voilà, donc ça c'est vraiment important à retenir, et ça jusqu'au mois de juin, quoi, jusqu'au mois de mars. Hein. Alors k, c'est un nombre entier, hein, 0, 1, 2, 3. Hein. Donc si lambda est égal à 3 fois lambda, 4 fois lambda, 2 fois lambda, hein, donc k est entier, alors on aura des interférences constructives. L'autre cas, c'est si lambda, hein, la différence de marche, est égale à k plus 1,5 de lambda. Donc k c'est toujours un entier, hein, 2, 3, 4. Alors par exemple 3. 3 plus 1,5 ça fait 3,5. 4, mettons, k égale 4. Et bien 4 plus 1,5 ça fait 4,5. Donc en fait ça représente un demi-entier. Donc si lambda est égal à des demi-entiers de longueur d'onde, eh bien on a des interférences destructives. Tandis que si lambda est égal à des nombres entiers de longueur d'onde, on a des interférences constructives. Alors lambda, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de parcours, alors je le précise ici. Alors, oui, je vais le mettre ici, hein, lambda, je ne l'ai pas écrit, hein, j'aurais dû. Lambda, voilà. C'est pas lambda, c'est delta, pardon. Hein, je sais pas ce que j'ai dit, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit.
mais ce nombre-là, c'est delta, hein, d'accord, hein, delta, hein, d'accord, la différence de marche. Hein. Alors, la différence de marche delta, eh bien, cette onde-là parcourt tout ça. Voilà, donc ça, on va dire que c'est la source, mettons 2, hein, S2. Ici, on a le point M, donc la distance S2M. Cette onde-là parcourt la distance, ça, on va dire que c'est le point S1, ça c'est le point M, donc S1M. Donc, delta, la différence de marche, c'est S2M moins S1M. C'est ce que je vais calculer. Alors, ça c'est le deuxième cas, donc je remonte, je vais prendre le premier cas. Je prends le premier cas. Alors là, on n'a pas de valeur en centimètres, on va compter en longueur d'onde. Hein. Notre unité, ça sera les longueurs d'onde. Donc, la distance S2M. Donc là, j'ai une longueur d'onde, donc 1, 2, 3, 4 et demi. Hein. Donc la distance parcourue, c'est 4 longueurs d'onde et demi. Hein. Donc on retient. Et là, la distance parcourue, c'est 1, 2 et demi. Hein. Donc 4 et demi et 2 et demi. Okay. Donc du coup, ici, j'écris... Voilà. Bon, j'aurais pas dû écrire le delta, ça revient à ça, mais bon, j'aurais pas dû l'écrire. Donc delta est égal à 4,5 de lambda moins 2,5 lambda. Donc ça fait 2 lambda. D'accord, 2 lambda. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le cas que je vais trouver, il est entier ou demi-entier. Donc en fait, ce qu'on va chercher à chaque fois, c'est delta divisé par lambda. Hein. Si je fais delta, si je divise tout par lambda, delta sur lambda est égal à k dans ce cas-là, et delta sur lambda est égal à k plus 1,5. Donc c'est un moyen de différencier les deux cas, hein, les deux situations. Donc je calcule delta divisé par lambda. Donc je l'écris ici. Alors delta divisé par lambda, ça fait quoi? Ben, ça fait, donc delta ici, c'est égal à 2 lambda, divisé par lambda. Donc les lambdas s'en vont, et ça fait 2. Donc je trouve 2. Donc si je trouve 2, ben, d'après notre règle, on a des interférences constructives, et c'est bien ce qu'on avait, vu. L'amplitude du son est maximale au niveau du tympan. Nombre entier, interférence constructive. Alors deuxième cas. Alors deuxième cas, on y va. On va regarder. Alors deuxième cas. Alors deuxième cas est ici. Alors je compte S2M. Hein. Donc, alors bah, c'est comme tout à l'heure. Hein. Ça fait 4,5. Hein. 1, 2, 3, 4,5. Hein, puisqu'on n'a pas bougé. Mais c'est celui-là, ça fait moins. Donc là, on a une longueur d'onde, 2 longueurs d'onde. Donc là, on a 2 longueurs d'onde. Hein. Donc ça fait 4,5 de lambda, 2,5 de lambda. Voilà. 4,5 fois lambda moins 2 fois lambda. Et bien ça fait 2,5 lambda. Donc comme tout à l'heure, je cherche, dans les problèmes, il faudra toujours chercher delta sur lambda. Delta sur lambda, donc ça fait 2,5 lambda sur lambda. Donc ce qui fait 2,5, c'est un nombre demi-entier. Donc interférence destructive. Et bien vous faites l'exercice 3. Mettez en pause et vous faites l'exercice 3. Alors exercice 3, c'est celui-là. Voilà. Et je mets ça. Non. Ça. Alors, exercice 3. Eh bien, je le corrige. Alors, je le mange. Alors, deux sources S1 et S2, voilà, sont séparées d'une distance de 1,5 mètre. C'est deux haut-parleurs qui émettent un son identique de fréquence 1360 Hz. Ces deux sons interfèrent au point M, on a une oreille ici, et ce point M, il est distant de 2,3 mètres de la source la plus proche. Y a-t-il interférence constructive, destructive, ou ni l'un ni l'autre? Bon, eh bien, il faut appliquer la règle, c'est-à-dire qu'il faut calculer delta sur lambda. Hein, il faut chercher delta sur lambda égale, et voir si on a un entier, ou proche d'un entier, hein, très proche d'un entier, demi-entier, ou alors si c'est entre les deux, bon, on n'a rien. Voilà. Alors delta, eh bien, donc c'est le grand parcours moins le petit parcours, donc c'est S1M moins S2M. Hein. S1M moins S2M. Voilà. Alors, S1M. Alors, S1M. S1M, donc c'est de là à là, donc ça fait 2,3 plus 1,5, donc ça fait 3,30, 3,80.
moins S de M. S de M, ça fait 2,30. Bon, bah ça c'est logique, hein. On trouve 1,5, hein, c'est logique. Hein. Donc on peut tout à fait mettre directement 1,5. C'est pour ça tout à l'heure dans le cours que j'avais écrit la distance entre les, voilà, la distance entre les deux sources, là c'était delta, hein, la différence de marche. Bon voilà, je trouve 1,5. Alors, lambda, maintenant il me faut lambda. Alors lambda je l'ai pas, j'ai la fréquence, et je sais que c'est un son. Donc je vais pouvoir calculer lambda avec la formule lambda égale C sur F. Donc 340 divisé par 1360 égale, alors ça je l'ai fait, exercice 3, on trouve 0,250, hein, 3 chiffres significatifs. Hein. Voilà. Donc du coup, delta sur lambda, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à 1,50 sur 0,25. 0,25. Donc on divise par un quart, ça fait multiplier par 4, ça fait 6,00. Donc on trouve un nombre entier. Donc interférence constructive. Interférence constructive. Le son est maximal. L'amplitude du son, si on veut être correct. Hein. L'amplitude du son est maximale. Voilà. Et bien voilà. Allez, je continue le cours. Tac, la vidéo, ça. Allez, on y va. Alors, un autre exemple. Donc là, on a vu un exemple avec le son. Maintenant, un exemple mécanique avec une onde, des ondes sur l'eau. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est une cuve à ondes. Hein. Donc on va faire des interférences sur l'eau. Donc alors, on se dit, ça, on l'a au lycée. Hein. Donc ici, on a un plan d'eau, hein, ici. Voilà. C'est éclairé par un projecteur, hein, pour qu'on puisse voir. Ici, un miroir à 45 degrés, et donc du coup, il y a une espèce d'écran, là, avec un écran un petit peu semi-opaque, qui permet de voir les ondes qui circulent ici, hein, parce que les élèves se mettent devant, ici. Alors, comment on crée nos ondes? Eh bien, si on veut des interférences, il nous faut au moins deux sources, hein, puisqu'il faut que les ondes se superposent. Eh bien, c'est deux petits tuyaux, hein, donc on a la surface de l'eau, et on a deux petits tuyaux où il y a de l'air qui arrive, mais de façon alternative. Hein. Ça fait... Donc on a de l'air qui font des petits trous dans l'eau, hein, qui perturbent l'eau localement. Voilà, et l'air arrive d'une façon synchrone. Hein. Quand il y a de l'air qui arrive dans un tuyau, ça arrive dans l'autre. Hein. Et donc du coup, ça fait ça engendre des petites vagues, hein, de façon consécutive, et on a deux cercles, des cercles concentriques qui s'éloignent de chaque source. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc les deux sources, on les voit ici. Voilà, et puis bon, sur l'écran, elles sont là et là. Et donc chacune d'elles crée des vagues, et ces vagues interfèrent. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez où elles interfèrent, les vagues, hein, ici, donc elles se croisent, hein, voilà, les vagues se croisent ou interfèrent. Eh bien, regardez, il y a des endroits là, ici, là, vous voyez, il n'y a pas de vague ici, là. Vous voyez, là, il n'y a pas de vague. Là non plus, il n'y a pas de vague. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, je ferai une figure où c'est mieux après. Là, il n'y a pas de vague. Donc, s'il n'y a pas de vague, ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde. L'onde résultante est nulle. Ça veut dire que donc on a des interférences destructives. Par contre, là, on a des belles vagues, hein, et entre les deux, là, ici, des belles vagues, donc là, interférence constructive. Donc voilà la cuve à ondes. Donc on va étudier un petit peu ça. Application cuve à ondes. Alors là, j'ai fait un petit zoom. Donc là, c'est une vue de dessus, on a les deux sources, les ondes qui sont créées, hein, les vagues qui sont créées, voilà, et là, les vagues qui se croisent, donc qui interfèrent. Donc là, pas de vague, interférence destructive. Grosse vague, interférence constructive. Hein, voilà. Donc on va faire un schéma maintenant. Voilà. Donc eau immobile. Voilà. Donc ça c'est les sources S1 et S2. Hein, S1 et S2. Là en pointillé j'ai dessiné, hein, parce que c'est symétrique. Hein, ça fait comme ça fait des arcs d'hyperbole. J'ai dessiné les interférences destructives. Amplitude de vibration minimale. Et interférence constructive, amplitude de vibration maximale. Alors voilà, ça on appelle ça une figure d'interférence. Alors maintenant on veut savoir, voilà, ici pourquoi il y a des interférences destructives et ici pourquoi il y a des interférences constructives. Bon, la règle est la même qu'avant.
Alors voilà, donc il faut prendre chacune des deux ondes et voir le chemin qu'elle parcourt et faire la différence. Donc par exemple, au point M, je veux savoir est-ce que j'ai des interférences constructives ou destructives au point M. Eh bien, il faut comparer la distance parcourue par cette onde-là et la distance parcourue par cette onde-là, créée par cette source-là. Donc je vais calculer la distance S de M. Alors là, j'ai pas de valeur, donc je vais calculer en longueur d'onde. Hein. Je vais calculer en longueur d'onde. Donc lambda, hein, la longueur d'onde, c'est ça, hein, c'est la distance entre deux cercles rouges. Voilà, hein, voilà. Donc ici, j'ai 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda ici. D'accord. Ici, j'ai combien de lambda? S1M, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc 5 lambda et 3 lambda. Donc delta S de M moins S1M. Bon, j'ai mis valeur absolue parce que bon, c'est forcément, ça doit être positif. Hein, voilà. Mais concrètement, on fait le petit moins le grand moins le petit. Donc ça c'est lambda, ok. 3 lambda, ici 5 lambda. Donc ça fait 5 lambda moins 3 lambda, ça fait 2 lambda. Voilà, donc on fait maintenant delta sur lambda. Bah, delta sur lambda, ça fait forcément 2. Hein, je vais un peu plus vite là. Donc au point M, eh bien c'est sûr, on aura des grosses vagues. Hein. Si on met un bouchon, il va monter et descendre fortement. Hein. Il ne sera pas immobile. Voilà, nombre entier, donc interférence constructive au point M. Allez, on fait le point N, même chose, donc on regarde un petit peu. Donc ici, S1N, eh bien on a 1 lambda, 2 lambda, S2N, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 3,5 lambda, hein, ici. Hein. Donc ça c'est 1, 2, 3, 3,5. 3,5 et 2 lambda. Voilà, donc 2 lambda, 3,5 lambda, 3,5 moins lambda, moins 2 lambda, ça fait 1,5 lambda. Donc delta sur lambda, ça fait 1,5. 1,5 demi-entier, donc interférence destructive, au point N. Eh bien, vous faites l'exercice 4. Donc là, vous allez faire l'exercice 4, c'est la même chose que ça, mais avec des vrais nombres. Hein. Allez, vous mettez en pause, l'exercice 4. Exercice 4, il est là. Alors, exercice 4. Exercice 4. Dans une cuve à ondes, un point P se trouve à 15,2 cm de la source S1 et 17 cm de la source S2. La longueur d'onde vaut 1,5 cm. Précisez l'état de vibration au point M. Interférence constructive, destructive ou ni l'un ni l'autre. Bon, ça sera toujours constructive ou destructive, hein, de toute façon. Bon, ben, écoutez, hein, donc delta est égal, donc la grande distance, ça va être quoi? S1, donc c'est S2, hein, c'est 17 cm par rapport à 15, donc S2M moins S1M. Alors ça fait quoi ça? Ça fait 17,4 moins 15,2. Alors 17,4 moins 15,2. Donc de 15,2 pour aller à 17,4, il faut 2,2 cm. Donc delta sur lambda. Donc 2,2 sur 2,2 sur, alors la longueur d'onde, elle vaut 1,5. Alors bien sûr, il faut que ce soit les mêmes unités, hein, centimètre, centimètre, hein, d'accord, hein, sinon ça va pas. Donc ça, exercice 4, 2,2 sur 1,5, ça fait 1,47. Ça fait 1,47. Bon. Alors là, il ne faut pas dire, on n'a pas de demi-entier, non, c'est expérimental. Donc, on est proche de 1,5, donc on met environ 1,5. Donc ça veut dire qu'on aura des interférences destructives. Alors, en toute rigueur, donc du coup, nul. Pas du tout de vague. Hein, élongation nulle. Alors, comme c'est 1,7, en fait, l'élongation n'est pas tout à fait nulle, donc on a des petites vagues, des légères petites vagues. D'accord. Donc interférence, bon, on peut mettre très petite vague, hein, très petite vague. Hein, c'est-à-dire que si on met un bouchon, il va monter et descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà pour l'exercice 4. Alors, le cours. Voilà, la caméra. Okay.
exercice 4. Bon, allez, on continue donc. Alors maintenant on va faire, donc on a vu des interférences avec le son, bon, c'est des ondes mécaniques mais dans l'air, des interférences mécaniques mais dans l'eau, et maintenant avec les ondes lumineuses maintenant. Donc le principe est le même, simplement j'explique un petit peu comment ça fonctionne, parce que jusqu'à présent, si chez vous vous prenez deux lampes de poche, et avec les deux lampes de poche, vous éclairez un mur, eh bien, vous allez voir de la lumière. Hein. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des vraies interférences. Hein. Voilà, donc il faut que j'explique un peu le montage. Alors, ça ne marche pas avec les lampes de poche, parce que, en fait, ça ne marche pas bien, parce que c'est plus simple avec une lumière laser. D'accord, voilà. Donc, du coup, le dispositif est le suivant. Donc, on prend une source lumineuse. Alors, ça peut marcher avec une ampoule classique, mais ça marche mieux avec une lumière laser. Alors cette lumière, elle va éclairer donc ici on a une plaque avec deux trous ou deux fentes. Cette lumière va éclairer les deux fentes. Alors les deux fentes doivent être proches. Si c'est pas proche, ça ne marche pas. Hein. Donc les deux fentes doivent être proches. D'accord. Et donc du coup, ces deux petites fentes, hein, ces deux petits trous vont se conduire comme deux sources lumineuses. Donc on va voir donc cette source lumineuse va éclairer ici. Cette source lumineuse va éclairer ici, donc les rayons vont se croiser, hein, ils vont interférer. Et on va mettre un écran, et on va regarder ce qu'on voit sur l'écran. Voilà. Voilà. Alors, bon, ça je présente, hein, donc une source lumineuse, un laser éclaire deux fentes. Ces deux fentes vont se comporter comme des sources lumineuses. Alors ces deux sources sont dites cohérentes, c'est-à-dire que donc ici on a des ondes, hein, voilà. Mais l'amplitude c'est abstrait, hein, c'est un champ électromagnétique. Donc quand le champ électromagnétique est maximal ici, le champ électromagnétique est maximal ici. Voilà. Donc là on a deux sources synchrones si vous voulez. Voilà, c'est qu'elles sont synchrones. Bon, alors ça c'est la source S1, ça c'est la source S2, et voilà ce qu'on obtient. Alors ça vous le ferez en TP. Bah, sur l'écran, vous verrez, c'est bizarre, on obtient des franges brillantes et sombres. Voilà. Et pourtant, tout l'écran est éclairé hein, par les deux sources. Hein. Mais voilà, donc les deux lumières, hein, alors donc voilà, donc j'ai mis les franges de telle sorte que ça corresponde à l'écran. C'est-à-dire que ce point-là de l'écran n'est pas éclairé. Ce point-là de l'écran est éclairé au maximum. Ce point-là de l'écran n'est pas éclairé, bon, etc. etc. D'accord ? Alors ça, on appelle ça, alors donc ça, j'ai marqué une frange brillante, frange sombre. Hein, donc on a une succession de franges brillantes et de franges sombres. Ça, on appelle ça une figure d'interférence, okay, lumineuse. Alors, il y a deux façons de voir les figures d'interférence. Soit on les voit en réalité, voilà, nos yeux observent ça. Alors ce qu'on peut faire aussi, l'écran, on le tapisse de dipôles photosensibles. Concrètement, on met une caméra. Voilà, on met une caméra, donc à l'intérieur de la caméra, il y a un écran, et cet écran est tapissé de dipôles photosensibles, de récepteurs photosensibles. Et donc, c'est des photodiodes. Alors, quand les photodiodes reçoivent de la lumière, hein, c'est-à-dire quand elles sont éclairées comme ça, la tension de la photodiode est maximale. Quand la photodiode ne reçoit pas de lumière, c'est le cas ici, hein, ici, il y a une photodiode, et bien la tension est nulle. Et donc, du coup, on peut tracer une courbe représentant donc la tension en fonction de la position de l'écran, hein, de chaque point de la position de chaque point de l'écran. Et donc on va obtenir une succession de tension maxi 0, tension maxi 0. Donc cette courbe je l'ai tracée ici pour gagner la place, et puis voilà. Donc là ce que je représente c'est l'intensité et ici la position. Donc à ce point d'abscisse on a alors ça donne ça la courbe, hein, donc j'explique. À ce point d'abscisse, il est fortement éclairé, on a une intensité lumineuse importante, une tension de la photodiode importante, c'est pareil. Ce point d'abscisse là n'est pas éclairé, donc l'intensité est nulle, la tension de la photodiode est nulle, bon, etc., etc. Ce point d'abscisse, voilà, intensité maximale. Donc, les figures d'interférence, soit on les voit en réalité, soit on les voit avec une courbe. Hein, intensité lumineuse en fonction de la position. Alors, interférence destructive, d'accord. Hein, voilà, ceci montre qu'on a une interférence destructive, ou ceci. Et à ce point-là, eh bien, fortement éclairé, interférence constructive, ou si on a la courbe, on remarque ici l'intensité lumineuse est maximale, donc à ce point d'abscisse, on observe une interférence constructive. Alors,
la règle est que c'est exactement la même, hein, donc je vais, pour savoir si on a des interférences constructives et destructives, on compare la différence de marche à lambda. Voilà, c'est pareil. Alors la différence de marche, qu'est-ce que ça va être? Bon, regardez. L'onde lumineuse issue de S, et pour être, alors par exemple qui frappe le point, c'est le point M, j'ai mis le point M, oui voilà, j'ai mis le point M. Voilà, donc on a une onde lumineuse qui parcourt cette distance-là, hein, alors on étudie ce point-là, mettons, et puis l'autre onde lumineuse qui parcourt cette distance-là. Donc il y a une différence de parcours, hein, S de M moins S1M, bah, si c'est égal à K fois lambda, interférence destructive, si c'est égal à K plus 1,5 de lambda, interférence destructive, ça marche pareil. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, donc j'ai rappelé la définition de la différence de marche. Si delta est égal à K lambda, alors interférence constructive, concrètement ici, ça veut dire qu'on va avoir une intensité lumineuse maximale. Et si c'est 4 plus 1,5 de lambda, eh bien on a une intensité lumineuse minimale, pas de lumière, quoi. Voilà. Alors oui, alors ça c'est un peu la figure d'interférence, la jolie figure d'interférence qu'on voit dans les livres, un peu théorique. Hein. Concrètement, quand vous la verrez, voilà, elle sera moins jolie, ça sera comme ça. D'accord? Mais on retrouve quand même les franges, hein, voilà, franges brillantes, franges sombres, hein, ça sera moins joli. Okay? Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que, voilà, là, dans les exemples que j'ai pris, j'avais toujours deux sources qui émettaient une onde, et les deux ondes se croisaient, elles interféraient, et ça faisait des interférences. Mais on peut avoir plus de deux sources. On peut avoir 3 sources, 10 sources qui interfèrent. Comment on peut faire 10 sources, mettons? Eh bien, on a une source lumineuse, un laser, là. Et notre plaque, là, ici, vous voyez, il y a 2 petits trous sur notre plaque. Donc, on a 2 sources. Mais si je fais 10 petits trous, hein, j'en fais 5 ici, et puis 5 au-dessus, bah, donc du coup, je vais avoir 10 petites sources. Et ces 10 petites sources, elles vont envoyer de la lumière. Et les rayons vont se croiser. Et donc, on va obtenir une figure d'interférence. Alors, seulement la figure d'interférence, elle est un peu spéciale, elle ne sera pas aussi simple que ça. Voilà, voilà, elle sera comme ça. Hein, voilà. Donc on obtient des taches, hein, des franges ou des taches. Voilà. Et donc quand on a ce type de figure d'interférence, on fait une lecture soit horizontale, soit verticale. Hein. Donc on peut voilà, étudier horizontalement. Donc, si on étudie la figure d'interférence horizontalement, donc on n'étudie qu'une seule ligne. Là. Vous imaginez que la figure d'interférence, c'est juste une seule ligne. Là, vous voyez hein, voilà, tout le reste, on enlève. Voilà, on étudie ici. Donc, frange brillante, voilà, frange sombre, frange brillante, frange sombre. Alors, voilà, donc là, vous voyez, l'épaisseur des franges, elle peut être un peu différente. Hein, l'épaisseur des franges. Alors, ceci dit, alors cette distance-là, je vais en parler juste après, elle est importante. Hein. La distance entre le milieu de 2 franges consécutives est extrêmement importante. Je vais en parler juste après. On appelle ça l'interfrange. Cette distance est constante. Hein. Donc la distance de là à là, c'est la même que la distance de là à là, c'est la même que la distance de là à là. Alors voilà, donc elles peuvent être plus ou moins larges, mais le centre des franges est constant. Hein. Donc c'est pareil. Hein. La distance de là à là, c'est la même que la distance de là à là, c'est la même que la distance de là à là, etc. etc. Bon, eh bien vous allez faire l'exercice 5. Je mets en pause. Exercice 5, il est là. Alors je lis l'exercice 5. Quand on étudie des interférences lumineuses dans un certain milieu, par exemple de l'eau, d'indice de réfraction NO, l'expression de la différence de marge delta s'écrit dans ce cas, bah, c'est la différence de parcours, mais multipliée par l'indice de réfraction de l'eau. Voilà, c'est comme ça. Ça, vous l'admettez. Voilà, voilà. Les exemples que j'ai pris, moi, c'était dans l'air, hein, jusqu'à présent. Mais si c'est dans un milieu autre voilà, que l'air, voilà. Alors, si le milieu de propagation est de l'air, comment s'écrit l'expression de delta? Écrire l'expression la plus simple. Alors, ça, j'ai mis ça parce qu'en fait, j'ai vu que c'était une question de bac, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme question, donc je vous la mets, c'est pour ça. Alors, voilà, vous aviez pas d'autres indices, bon, c'était pas rédigé comme ça, mais vous n'aviez pas d'autres informations. Alors, l'idée, là, c'est de dire que delta, eh bien, c'est égal à NR, hein, delta, d'après ce qu'on vient de voir, il faut l'écrire NR, puisque là, maintenant, le milieu de propagation, c'est l'air, S2M moins S1M. Voilà. Mais,
on vous demande d'écrire l'expression la plus simple, mais comme, alors ça c'était voilà, c'était pas donné, alors je trouve que c'est pas facile. L'indice de réfraction, alors ça vous l'avez vu en seconde, je ne sais pas si vous l'avez vu en première, mais l'indice de réfraction de l'air ça vaut 1. Donc du coup, l'expression la plus simple de, donc ça c'est égal à 1. L'expression la plus simple dans ce cas-là de la différence de marche, c'est S de M moins S1M. Voilà. On reprend. Alors, dernier paragraphe, mais un peu compliqué. Alors, je vous ai parlé de cette distance-là. Voilà. Voilà. Ça, expérimentalement, c'est très important. Voilà, en TP, vous allez, mesurer cette distance-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand on mesure cette distance-là, on peut avoir pas mal de renseignements sur la source. Notamment, on peut connaître sa longueur d'onde. Voilà, pour les physiciens, c'est important. On peut connaître la longueur d'onde de la lumière utilisée. Donc c'est un moyen de déterminer expérimentalement la longueur d'onde de la lumière monochromatique utilisée. Donc on va étudier ça. Alors, je vais d'abord définir l'interférence. Alors, dans votre programme, j'étais un peu étonné de ça. Donc on va trouver l'expression de cette distance-là, l'interfrange. Voilà. Et on vous demande de connaître la démonstration de l'expression de l'interfrange. Donc je définis d'abord l'interfrange. Alors l'interfrange, c'est la distance qui sépare le centre de deux franges brillantes, de deux franges consécutives, c'est ça. Voilà, ou deux franges sombres. Bon. Voilà, ça se note I. Alors distance entre deux franges brillantes consécutives ou deux franges sombres. Voilà. Et donc je vais faire la démonstration de l'expression de I. Voilà, et pour avoir des questions là-dessus, il y a des sujets de bac où on vous pose des questions sur la démonstration. Alors, expression de I. Alors d'abord, je vais refaire ce schéma-là, mais un peu agrandi, voilà ça. Hein. Voilà, et puis un peu avec toutes les données, hein, avec toutes les données du problème. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on a deux sources lumineuses, S1, S2, qui sont distantes d'une distance A. C'est très petit, hein, 100 micromètres par exemple. Hein. On met un écran à une distance D, très loin, 2 mètres, hein, on mettrait ça au bout de la paillasse. Voilà. L'écran est muni d'un repère OY. L'origine du repère O se trouve, ça correspond au centre des deux sources S1 et S2. Donc ici, j'ai la distance A sur 2, ici, et puis là, j'ai la distance A sur 2. A, c'est la distance entre S1 et S2. Bon, alors, dans la démonstration, il faut d'abord exprimer la distance S1M et S2M pour avoir la différence de marche. Alors, mais on n'exprime pas ça directement, on exprime d'abord S1M carré. Alors, on va exprimer S1M carré, et donc, comment on fait? Regardez, on a un triangle rectangle ici, là, ce triangle-là, tac, tac, le triangle S1AM, voilà. Et donc là, je vais utiliser le théorème de Pythagore, et je vais exprimer S1M carré. Alors, triangle S1M, Alors, S1M carré. Alors, je crois, voilà. Alors, S1M carré. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc c'est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc cette distance-là, c'est D. Donc ça fait D carré plus cette distance-là. Mais attention, cette distance-là, c'est pas Y. Hein. Y, c'est l'ordonnée, hein, l'ordonnée du point M. Hein, c'est la position. Voilà. Y, c'est la distance entre l'origine du repère et la position du point M. C'est voilà, cette ordonnée-là. Donc Y, c'est tout ça. Donc ce côté-là, cette distance-là, eh bien, ça fait Y moins A sur 2, le tout au carré. Donc on écrit D carré plus Y moins A sur 2 au carré. On fait la même chose avec S de M. Alors, S de M, donc c'est ce triangle rectangle-là. Celui-là. Donc S de M carré. Eh bien, c'est l'hypoténuse, S de M carré. Là, les deux côtés de notre triangle rectangle, donc D carré, plus cette distance-là. Cette distance-là, c'est ça plus ça. Donc c'est Y plus A sur 2. Donc c'est la même expression que ça, sauf qu'ici, je mets un plus. Voilà. Bon, voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire la grande distance moins la petite distance. Donc je vais faire S de M carré moins S1M carré. Alors oui, là j'ai remis. Voilà.
Donc du coup, bah, c'est ça moins ça. Ça moins ça. Voilà, donc ça moins ça. Alors vous pourrez le faire. Voilà, il faut tout développer, hein, il faut simplifier. Donc pour gagner un petit peu de temps, je le dis rapidement, mais si vous voulez vérifier, bah, vous mettez en pause et vous développez tout et vous simplifiez tout. Hein. Donc du coup, quand on développe, donc quand on simplifie, donc là j'ai un moins ici, là j'ai des parenthèses, donc j'ai d carré moins d carré, donc les d carrés s'en vont. Ensuite ici j'ai l'identité remarquable, a plus b au carré, donc ça fait a carré plus 2ab plus b2. Voilà, et ici j'ai une autre identité remarquable, a moins b au carré, donc ça fait a carré moins 2ab plus b2. Donc ici je vais avoir y carré, ici y carré, mais j'ai un signe moins, donc ils s'en vont. Ensuite, je vais avoir deux fois ça, hein, deux fois ça et ça, donc ça va faire YA, hein, YA, et puis je vais avoir moins YA, mais comme j'ai un signe moins, bah, ça va faire plus YA, donc ça va faire 2YA, d'accord. Et ici, ça va faire A carré sur 4, A carré sur 4, voilà, plus A carré sur 4, hein, mais j'ai un signe moins, donc les A carré sur 4 vont s'annuler. Donc il me reste 2YA. Donc ça, vous mettez en pause et vous vérifiez. Hein. Alors, ensuite dans le sujet de bac que j'ai vu, il donnait une autre expression de ça. Hein, une autre expression de ça, voilà. Donc, autre façon d'écrire ça, donc ça vous l'admettez, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors moi je vais simplement, alors je ne le mets pas dans le cours parce que je trouve que c'est déjà un peu compliqué comme ça, je ne le mets pas dans le cours, mais je vais vous montrer pourquoi l'autre expression c'est ça. Je vais les faire, alors donc je vous montre ça ici. Donc ça, tac et tac. Alors attendez quand même que je remette ce qu'on cherche. Attendez, il me faut, voilà, ça. Je vais avoir besoin de ça. Donc, S2M carré moins S1M carré est égal à 2D delta. Ok. Je mets ça. Alors, donc c'est ça que je démontre. Alors pour ça, il faut regarder le schéma. Alors, j'ai refait le schéma, mais je vais essayer de le faire un petit peu plus... un peu plus à l'échelle si vous voulez, mais je peux pas le faire à l'échelle. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mètres, d'accord. Mais donc S1 S2, vous voyez, c'est des micromètres. Donc en fait S1 S2 ils sont super proches, hein, du pointillé là, ils sont très très proches, d'accord. Ça c'est la première chose. Okay. Au bout là vous avez 2 cm, d'accord, mais vous imaginez ici 2 mètres, d'accord. Voilà, ça c'est pour vous donner une échelle. Alors ça, je vais l'écrire avec une autre identité remarquable. Bon, vous connaissez l'identité remarquable. A carré moins B carré, c'est égal à A moins B, facteur de A plus B. D'accord. Donc je vais l'appliquer ici. Donc du coup, si j'applique l'identité remarquable, donc ça fait S2M moins S1M, facteur de S2M plus S1M. Okay. Mais S2M moins S1M, eh bien, S2M moins S1M, par définition, c'est la différence de marche. D'accord. C'est la différence de marche. Et S2M plus S1M. Donc, S1M, c'est cette distance-là. Mais voyez, comme ça fait 2 mètres. Ce point-là, il est quasiment là. Ce point-là, il est très proche de là, en fait. Hein, puisque, voilà... sur 2 mètres. Eh bien, je peux quasiment dire que S1M, c'est en gros égal à D. Et S2M, c'est quasiment aussi égal à D. Donc là, ici, j'ai D. Donc du coup, ça fait 2D delta. Donc voilà d'où ça vient. D'accord. Alors, je reprends le cours. Voilà, ici. Alors, donc du coup, maintenant, eh bien, j'ai 2 égalités. Hein. J'ai S2M carré qui est égal à ça. S2M carré moins S1M carré qui est égal à ça. S2M carré moins S1M carré qui est égal à ça. Donc ça égale ça. Voilà, donc, voilà, 1 égale 2. Donc on a ça.
je vais exprimer, alors je sais pas, je crois que j'ai exprimé delta là, je sais plus, oui, je crois que j'ai exprimé delta, donc les deux s'en vont, donc ça fait AY sur D. Oui, c'est ça. Alors, maintenant je vais utiliser, alors, il faut que je me trouve I. I, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qui sépare deux franges consécutives. Alors, mes franges, alors, je sais pas, j'espère, voilà. Mes franges, elles sont comme ça. Tac, voilà. Elles ont deux franges consécutives ont une certaine ordonnée. Voilà, une certaine Y1 et puis d'autres ordonnées Y2. Et l'interfrange, ben, ça va être Y2 moins Y1. Donc je vais calculer d'abord l'ordonnée des franges consécutives. Hein, toutes les ordonnées des franges consécutives. Voilà, toutes les ordonnées des franges. Alors pour ça, il faut que j'isole Y. Hein, j'aurais dû isoler Y. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai mis delta. Bon, voilà. Alors oui, alors là j'ai rappelé, donc interférence constructive si delta est égal à k lambda. D'accord, très bien. Donc du coup, moi je cherche les interférences constructives, donc je vais mettre k lambda égale ça. D'accord. Et donc j'isole Y. Donc ça fait D fois K lambda sur A. Voilà. Et donc maintenant je cherche tous les Y possibles en fonction de K. Je vais mettre K égale 0, K égale 1, K égale 2, etc. Alors ordonnée Y des franges brillantes. Donc K égale 0. Donc si je mets K égale 0 là-dedans, bah, Y égale 0. Voilà. Ensuite, K égale 1. Si je mets K égale 1 là-dedans, eh bien ça fait lambda D sur A. Si je mets K égale 2, eh bien ça fait 2 lambda D sur A. Voilà. Et je sais que, donc là, frange brillante, frange brillante, frange brillante, et l'écart est constant, et entre deux franges brillantes consécutives, entre deux ordonnées consécutives, c'est égal à I. Donc bah, je prends I égale par exemple Y2 moins Y1. Voilà. Donc on sait que l'interfrange I est la distance séparant deux franges consécutives, donc I égale Y2 moins Y1, donc ça fait ça moins ça. Voilà, dénominateur commun, donc le numérateur c'est 2 lambda D moins lambda D, donc ça fait lambda D sur A. Voilà, donc la formule c'est ça. Donc elle n'est pas à savoir, mais la démonstration oui. Voilà, donc ça il faut un peu l'apprendre. Donc là je ne vais pas faire d'exercice là-dessus, parce que bon, ça serait la même chose si vous voulez, mais le jour du bac, voilà, il faudra quand même se rappeler de ça. Alors les unités, hein, je n'ai pas précisé, mais tout ça c'est des distances, hein, donc c'est tout mètre, 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 hein, tout en mètre. Alors cependant vous allez quand même faire, ouais, alors il y en a un, voilà, le 7 et le 8 ils sont courts, hein. Voilà, l'exercice 6, il y a du calcul, voilà, puis mais les 7 et 8 ils sont courts. Allez, donc 6, 7, 8, vous mettez en pause et on fait ça. Alors 6, voilà, 6 c'est ça. Tac. Alors exercice 6. Donc je corrige. Alors, on réalise une figure d'interférence avec deux faisceaux lumineux monochromatiques. Échelle bien sûr nous respectée. Distance entre les deux fentes 257 micromètres, donc ici. Distance entre la fonte et l'écran pile 2 mètres. Voilà, donc ici au croisement des faisceaux lumineux on a des interférences, on voit des trucs comme ça. Concrètement voilà ce qu'on voit. Sur l'écran on observe la figure d'interférence, et ça c'est en vraie grandeur. Voilà. Sur l'écran voilà, on voit vraiment ça. On donne l'expression d'interférence, et bien la question classique effectivement, parce que ça sert à ça, hein, de mesurer I, ça sert à trouver la longueur d'onde utilisée. Donc on écrit la formule I égale lambda D sur A. Et on cherche lambda. Donc lambda est égal à I fois A sur D. On met tout en mètres. Alors A on l'a, D on l'a, mais I on l'a pas. Donc I il faut le trouver. Alors dans ce genre d'exercice, l'erreur, donc il faut le mesurer à la règle. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est... Alors attends, parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de mesurer un seul lambda. Alors ça c'est une erreur. Voilà. Alors donc du coup, un seul I, pardon, un seul lambda. Voilà. Donc il faut mesurer I. Donc c'est la distance de là à là, ou la distance de là à là, ou la distance de là à là. Mais je vous avais dit, pour être précis, il faut mesurer une grande distance. Donc il faut essayer de mesurer le plus de franges possible. Donc pas là, parce que là on ne sait pas trop où on doit se mettre à gauche. Mais ici, on part de là,
Et puis on va mesurer, alors pas trop ici, mais ici. D'accord? Donc on va mesurer, donc combien de franges? 1. Combien d'interfranges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 interfranges. Donc 7 interfranges, ça fait combien? Alors j'ai 3. Alors attendez, parce que comme j'ai fait le calcul avant, je crois que j'avais trouvé 3,1. Exercice 4. Oui, 3,1. Hein, donc je vais prendre comme avant hein, pour mes calculs. Hein. Donc 3,1 cm, ou 3, si vous avez trouvé 3, vous avez trouvé 3. D'accord. Donc je sais que 7 interfranges, donc ça je fais le petit calcul ici, je sais que 7 interfranges, donc 7 fois i, c'est égal à 3,1 cm. Donc du coup, i, eh bien ça fait 3,1 sur 7. Alors 3,1 sur 7, où est-ce que c'est que j'ai mis, voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Donc, on trouve... alors, il nous faut deux chiffres significatifs, hein, parce que ça, c'est 7 piles. Hein. Donc, deux chiffres significatifs, donc 0,44 cm. Hein. Bon, il y a un 2 et un 8 après, hein, ici. Mais je mets comme ça. D'accord. Donc, du coup, eh bien... alors, il faut faire attention, hein, tout en mètres. Hein. Donc, mètre, mètre, mètre. Hein. Sinon, c'est faux. Hein. Donc 0,44 10 puissance moins 2 fois, alors I on a dit combien pardon, 257 fois 10 puissance moins 7. Alors j'ai mal rédigé là. Ça, bon, ça j'aurais dû le mettre plus par là. Micromètres, hein, 257 10 moins 6, pardon. C'est des micromètres. 10 moins 6. Et divisé par 2, donc 2 c'est 2 avec 3 zéros. Voilà, donc lambda égale, donc on met tout ça dans la calculatrice. Alors quand vous mettez tout ça dans la calculatrice, il ne faut pas mettre 0,44, hein, il faut mettre le nombre que vous aviez trouvé juste avant. Hein. Donc 2, 8, machin, d'accord, hein, ça sera plus précis. Et donc du coup, on trouve, alors on fait le calcul. Alors on trouve, bon, je le mets entre parenthèses, 5, 68, 9, 9, bon, 10 moins 7 mètres. Voilà. Donc du coup, combien de chiffres significatifs? Seulement 2 chiffres significatifs, hein, d'accord? Donc ça fait 5,7, hein, 5,7, 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, hein, voilà pour l'exercice 6. Alors vous mettez en pause et vous faites l'exercice 7. Je fais l'exercice 7. Donc on obtient la figure d'interférence ci-dessous. Déterminer la valeur de l'interfrange. Voilà, donc vous avez ce truc-là, cette courbe-là, pardon. En ordonnée, vous avez l'intensité lumineuse, et en abscisse, c'est un peu bizarre, vous avez des pixels, hein, donc, parce que ça vient d'un ordinateur. Mais on vous dit que 7 pixels correspondent en réalité à 7,0 mm. Et il faut trouver l'interfrange. Bon, alors attendez, parce que là, il faut que je prenne, voilà, celui-là. Je prends, donc c'est ici. Alors, mettre ça comme ça. Alors, donc on va mesurer combien, combien de franges déjà. Donc je pars d'ici. Bon, à la limite, plus c'est pentu, bon, soit d'ici, parce que là, bon, allez, si, on va dire que c'est précis quand même. Ici, et voilà, là par contre, c'est pas très précis quand même, on ne sait pas trop si c'est là, donc je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 franges. D'accord? Voilà, donc 6 franges, hein, je l'écris ici. Je mesure 6 franges. Alors ce que je vais faire, je vais les mesurer en centimètres. D'accord? Donc 6 franges, ça fait donc 6,8. D'accord? Donc en fait 6 franges, hein, alors voilà, donc concrètement, ça fait 6 interfranges, hein, ça fait 6 fois i. D'accord? Alors donc du coup j'ai dit 6,8 cm. Donc j'écris ici
Donc ça c'est l'exercice 7. Donc je vais essayer de faire comme ça. Ouais. Comme ça, je vais essayer de faire, voilà. Exercice 7. Alors, 6 interfranges. Alors je vais faire une règle de 3, hein, comme ça. Ça fait, on a dit 6,8, hein, c'est ça, hein, 6,8, ouais c'est ça. 6,8 cm. Voilà. Alors ensuite, on vous dit que 200 pixels, ça fait 7 mm. Donc de là à là, ça, en réalité, ça fait 7 mm. D'accord. Alors je pourrais mettre ici 7 mm, et puis ici le nombre de centimètres. Mais pour être plus précis, je vais me... Alors attendez, hein, donc je pourrais faire ça, hein, quand même que je vous dise. Alors, en fait, le nombre de pixels, en fait, alors on pourrait d'abord trouver le résultat en pixels, et ensuite refaire une règle de 3 et trouver en millimètres. Voilà. Mais finalement, moi je peux utiliser les pixels. Je vais dire que tout simplement, la distance d'ici à ici, ça fait 7 mm. Voilà. Donc ici je mets 7 mm, et puis ici le nombre de centimètres. Mais toujours pareil, pour que ça soit plus précis, il faut prendre des grandes distances. Donc plutôt que de mesurer de ici à ici, je vais mesurer de 0 à 800. Voilà. Et ça va correspondre à combien en réalité? Eh bien 4 fois plus, 4 fois 7, 28 mm. Donc je mets ici 28,0 mm correspondent à, voilà, voilà, c'est encore plus précis, correspondent à 10, attendez, je vais mettre dans l'autre sens, correspondent à 10, attendez, 10,2 cm. Voilà. Et donc du coup, là, je vais trouver mon interfrange en millimètres. D'accord. Donc là, ce que je cherche, c'est ça. Donc j'écris mon produit en croix. Donc 6 fois i, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc 28,0 fois 6,8 divisé, donc ça fois ça divisé par ça. Voilà. Et puis maintenant je cherche i, comme ça j'aurai qu'un seul calcul. Alors j'aurais pu faire en plusieurs calculs, hein, trouver des pixels et ensuite refaire le calcul. Mais bon, je fais ça en un seul calcul, donc le i je divise par i. Donc ça fait 28,0 fois 6,8 divisé par 6 fois 10,2. Alors ça je ne l'ai pas fait par contre, ce calcul je ne l'ai pas fait, donc je le fais maintenant. Donc ça fait donc 28 fois 6,8 divisé, ouvrez la parenthèse, par 6 fois 10,2, fermez la parenthèse, égale. Donc 3, alors deux chiffres significatifs, hein. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas, voilà, si on avait eu mettons 10 cm, on aurait pu prendre 3 chiffres significatifs, mais bon, c'est pas possible. Donc 3,1 mm, hein, puisque centimètre, centimètre, millimètre, millimètre. Voilà. Voilà comment on peut faire. Hein. Mais on peut faire aussi deux calculs, on est bien d'accord. Voilà. Alors après, vous, il est possible que vous n'ayez pas les mêmes distances en centimètres que moi, parce que ça, je l'ai imprimé. Je l'ai imprimé, ça ne vient pas de la photocopieuse. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir des petits rétrécissements. Allez, dernier exercice. Dernier exercice, c'est le 8. Donc vous mettez en pause et vous faites le dernier exercice. Alors, exercice 8. On utilise une source lumineuse particulière. Elle est constituée d'une multitude de petites sources. Concrètement, on éclaire un tissu avec un maillage assez grossier. Les trous du maillage laissent passer des faisceaux lumineux qui interfèrent ensuite. On obtient une figure d'interférence particulière. Elle est quadrillée. On s'intéresse à l'interfrange dans la direction OX, horizontalement. Déterminer la valeur de cette interfrange. La figure est en vraie grandeur. On rappelle que l'interfrange est la distance entre le centre de deux franges, hein, ou de deux tâches consécutives. L'interfrange est constant, il ne varie pas. Donc sa valeur horizontale est constante, ou la valeur verticale est constante, mais peut-être une autre valeur. Cependant, l'épaisseur des franges peut varier, c'est ce qu'on voit ici. Alors voilà, j'ai mis ça parce que c'était un exo de bac, en fait, alors il ne disait pas tout ça dans l'exo de bac, et bon voilà, c'était un peu déstabilisant, je trouve, quand on n'avait jamais vu. Voilà. Alors, donc là, il faut que je prenne... Ça.
J'aurais voulu prendre la photocopie. Bon, allez, hop, je prends ça. Alors, donc en vraie grandeur. Donc, il faut donc mesurer l'interfrange. Donc l'interfrange, c'est la distance qui sépare le centre de deux franges. Hein. Cette distance-là est constante. Ça, cette distance-là, c'est la même que là. C'est la même que là. C'est la même que là. Bon voilà, donc là on va plutôt prendre les centres parce que sinon on peut à la limite on peut prendre de là, et là il y a combien de franges? On peut prendre de là à là, et on aurait une, deux, trois franges. Bon. Après si on prend de là à là, on a une, deux, trois, quatre. Bon. Bon, c'est dit, bon, on peut faire soit l'un soit l'autre. Bon, je vais prendre de centre à centre, hein, parce que bon, la précision de toute façon elle est limitée. Donc là, bon, c'est pas compliqué. Donc ça fait 2,2 cm. Hein. Donc, et j'ai combien d'interfranges? Donc 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois I égale 2,2 cm. Donc I égale... il faut diviser... Voilà. Donc I égale 2,2 divisé par 4. Ce qui fait 0,55 cm. Voilà. Parce que là c'est pile 4. Voilà. Bon. Eh bien ce cours est terminé.